Entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué les siècles. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Alors je rappelle que L'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique. Il est intitulé « L'Afrique, nouvelle priorité des États-Unis ». Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Abdelkader Soufi, enseignant en sciences politiques et spécialiste des questions sécuritaires. Il y a également avec nous un habitué de l'émission. Il s'agit de Mokran Netwarabi, qui est journaliste dans la presse privée. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'avoir honoré favorablement notre invitation. Alors nous sommes partis pour 26 minutes de débat. Messieurs, alors dans un contexte de concurrence croissante entre les grandes puissances et d'instabilité persistante au Sahel, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a débuté lundi 22 janvier une tournée d'une semaine entière sur la côte ouest de l'Afrique. Le chef de la diplomatie américaine a commencé sa tournée par une rapide escale au Cap-Vert. Il a rejoint par la suite la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il est question également qu'il fasse une escale en Angola. C'est sa première visite en Afrique subsaharienne depuis 10 mois, dans une période où la guerre en Ukraine et la guerre contre Gaza écrasent l'actualité internationale. Durant cette période, de nombreux responsables américains ont néanmoins sillonné le continent. L'événement du Sahel. Rebonjour à vous, messieurs. Alors, il est rare qu'un haut responsable américain, qui plus est un secrétaire d'État, séjourne une semaine entière en Afrique. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, Abdelkader Soufi ? Déjà, il faut dire que c'est sa 4e visite en Afrique. En l'espace d'une année et quelques. Voilà. Et cette fois-ci, le choix des pays en Afrique n'est pas par hasard. Donc il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Angola, oui. Il y a le Congo et il y a le Nigeria. Et le Cap-Vert. Voilà. Donc, disons que la Côte d'Ivoire qui s'ouvre sur l'Occident au moment où d'autres pays, justement, de l'Afrique de l'Ouest se ferment. Déjà, Abdelkader Soufi, parlons un peu de la durée du séjour du secrétaire d'État américain en Afrique. C'est une semaine entière. Il est rare quand même qu'un haut responsable américain, même quand il va en Europe, quand il va en Asie, quand il va au Proche-Orient, il est rare qu'il reste toute une semaine. Là, les États-Unis, qui jadis n'accordaient pas beaucoup d'importance au continent, aujourd'hui les États-Unis envoient leur secrétaire d'État américain, leur secrétaire d'État, faire une visite de toute une semaine. C'est énorme pour un secrétaire d'État. Bien sûr, non, mais justement, c'était une introduction pour dire que aujourd'hui, la sous-traitance française, c'est fini. Oui. Les Américains investissent d'eux-mêmes l'Afrique, qui est un enjeu de demain. D'ailleurs, dans leur allocution, les Américains parlent de la construction de l'avenir avec l'Afrique. Et cela dit, autrement, qu'il y a une concurrence directe avec la Chine et la Russie. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi, une semaine auparavant, les Chinois étaient en Afrique aussi en visite. Oui, l'homologue chinois de Blinken était là. Très bien. Et ce qui j'allais dire, dérange le plus pour les Américains, c'est plus les Chinois que les Russes. Avec le recul de la France, qui n'est plus entendue en Afrique, qui n'a plus de voix diplomatique. Et donc là, ils sont dans une valse qui prend donc un enjeu sécuritaire, un enjeu diplomatique, un enjeu économique et un enjeu stratégique. D'abord, le Congo, c'est un pays des terres rares. Le Nigeria, l'Angola, ce sont de grands pays producteurs de pétrole. De producteurs de pétrole. La Côte d'Ivoire, qui est limitrophe avec le Mali, le Burkina Faso, mais aussi qui est un leader dans la CEDEAO et qui prend une politique pro-occidentale. Et qui jouit d'une relative stabilité. Très bien. Alors, passer une semaine veut dire que
la machine de guerre diplomatique américaine est mise en action pour contrecarrer, et cela démontre que nous sommes arrivés vers la fin d'une époque qui est celle de l'ordre mondial tel qu'il a été établi depuis 1945. Et il est passé par 2 phases. La phase de la décolonisation militaire, et là nous sommes dans la décolonisation économique traditionnelle vers un nouvel ordre mondial où les grandes puissances se sont en train de se positionner. L'Afrique est un enjeu majeur, aussi important que le croissant des crises ou le croissant fertile. Donc le monde est en recomposition. Absolument. Et par endroits, cette recomposition se fait de manière violente parfois. Tout ce qui se passe actuellement, sans exception, à travers le monde, est une guerre géopolitique, géostratégique, de positionnement et de repositionnement, de domination ou pas. C'est un peu le cas de la guerre en Ukraine. C'est le cas de la guerre en Ukraine, le cas de la guerre à Gaza. Exactement. C'est le cas actuellement donc des autres guerres d'influence, parce qu'il y a aussi une guerre d'influence. Vous savez, l'Afrique, peut-être c'était le dernier rang pour les Américains et les Occidentaux. Jusque-là, les Américains, Abdelkader Soufi, ne s'occupaient pas trop de l'Afrique. L'intérêt américain pour l'Afrique est né avec le mandat de Clinton. Par la suite, les Américains ont un peu perdu l'Afrique des radars. Il y a eu, alors avec Trump, il n'était pas question pour les États-Unis de s'intéresser à l'Afrique. On se rappelle de la déclaration de Trump par rapport à certains pays africains. Bon, l'intérêt de Washington pour l'Afrique, là, revient avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Au fait, l'Afrique, pour les États-Unis d'Amérique, consistait en 2 points importants. Elle a toujours été donc la guerre de l'énergie et la guerre des chemins de l'énergie. Alors, nous savons que depuis la nuit des temps, donc pas la nuit des temps, depuis la découverte du pétrole et du gaz à travers le monde et la création des 7 sœurs, les grandes puissantes entreprises de l'énergie, notamment américaines, Exxon, Shell et j'en passe. Et avec ce qui s'est passé donc en Géorgie, ce qui s'est passé en Iran, la guerre au Golfe, notamment en 1973, les Américains ont pensé que le Golfe de Guinée était intéressant. Il était intéressant à plus d'un titre parce qu'il est riche en pétrole, mais parce que la voie est directe. La voie maritime du Golfe de Guinée jusqu'aux États-Unis d'Amérique, ça ne pose aucun problème sur le plan sécuritaire. Absolument. Le deuxième point qui était important, c'est Gibraltar et donc le Maroc. Et c'est pourquoi il y a cette relation entre le Maroc et les États-Unis, notamment pour la base militaire et une base avancée pour contrôler et sécuriser la voie maritime. Donc jusque-là, ça a été ça. Mais après la défaite, on va dire, donc la fin de la guerre froide. Non, la guerre froide, mais surtout cette dernière décennie, la fin de la politique française. Et cette politique française, d'ailleurs, qui est en déperdition même pour les Français eux-mêmes, car en s'éloignant du gaullisme, qui a toujours prôné le nationalisme français, aujourd'hui on est plus dans l'internationalisme et plus vers, j'allais dire, un lobbying qui s'est construit en France et qui fait plus les affaires d'autrui que celui de la France. Ce qui a conduit à une défaite diplomatique, surtout l'influence française en Afrique. D'ailleurs, beaucoup, même les Français eux-mêmes, parlent de déclassement diplomatique. Très bien. Et ce déclassement diplomatique a été favorable aux Russes, a été favorable aux Chinois. Les Américains ne l'entendaient pas de cette oreille, et c'est pourquoi ils font donc une contre-attaque. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Mon colonel Touarabi, si on devait résumer, donc l'intérêt accru des États-Unis pour l'Afrique viendrait ou s'expliquerait
par cette crainte de Washington de voir le vide laissé par la France en Afrique être comblé par des puissances concurrentes. Ça pourrait éventuellement expliquer, ou ça pourrait être l'une des raisons de la visite de Blinken en Afrique. C'est vrai que la France, ces 3 dernières années, elle a perdu des places fortes qui sont la Centrafrique, qui sont le Burkina Faso, qui sont le Mali et qui sont dernièrement le Niger aussi. Donc, ils ont été chassés du Niger au mois de décembre dernier. Le dernier soldat français a quitté le sol nigérien en décembre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont dans une situation où, à la fois, ils veulent conquérir l'Afrique comme un marché économique duquel ils se sont éloignés pendant très longtemps. Vous savez que les relations, l'Afrique n'a jamais été auparavant n'a jamais occupé une place forte dans la politique extérieure américaine. Pendant de 1945 jusqu'à 1990, l'Afrique se trouvait dans l'angle mort de la politique étrangère américaine. Vous l'avez si bien dit, les choses commençaient à changer dans la politique étrangère américaine par rapport à l'Afrique depuis l'arrivée de Bill Clinton, qui a d'ailleurs effectué 2 visites en Afrique en 1998 et en 1999. Et c'est lui qui a balisé le terrain pour un rapprochement pour américain et pour un intérêt plus accru au continent qui a constitué pendant toute l'ère de la guerre froide un terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Oui. Les choses ont évolué aussi, même sous Bush. Colin Powell, qui était un responsable important. Qui était secrétaire d'État américain aussi, voilà, après avoir fait une longue carrière militaire. Il s'est rendu plusieurs fois en Afrique, il a fait plusieurs tournées. Y compris à Alger. Bush lui-même, je parle de Bush Junior, donc George Walker Bush, est venu aussi en Afrique. Il a fait une tournée en Afrique en 2003. Donc, depuis les années 90, depuis la chute du mur de Berlin, le regard américain par rapport à l'Afrique a changé. Et vous savez que l'Afrique est le seul continent avec lequel les États-Unis d'Amérique n'ont pas de traité. D'accord. Parce qu'avant, on ne considérait pas l'Afrique comme un acteur majeur dans la géopolitique, dans la vision américaine, hégémonique américaine. Donc, ils ne considéraient pas le continent comme un élément majeur dans leur équation géopolitique. Ils l'ont signé avec l'Europe occidentale, ils l'ont fait avec l'Asie Sud-Est. Ils l'ont fait avec l'Arabie Saoudite. Ils ont fait des traités aussi avec d'autres pays stratégiques et tout, mais je parle de blocs régionaux comme l'Asie Sud-Est, comme si on prend par exemple, voilà, donc ils l'ont fait aussi avec l'Amérique latine, bien évidemment. Comme le dit Abdelkader Souvi, ce qui les intéressait, c'était le golfe de Guinée parce qu'il produisait du pétrole et le détroit de Gibraltar parce qu'il constituait un passage important des navires américains se dirigeant vers le golfe. Voilà, donc l'arrivée de Trump, avec son discours qui a heurté les Africains. Le seul pays avec qui ils ont signé un traité d'amitié, c'est l'Algérie, en 1795. Exactement. C'est le traité d'amitié et de paix. Oui, mais là je parle de traités globaux. C'est-à-dire qui concerne toute une région qui touche à tous les domaines sécuritaires, économiques, énergétiques et tout, comme ils l'ont fait avec les pays de l'Amérique latine. Donc, ils ont signé un traité en 1947. Ils ont signé un traité interaméricain d'assistance réciproque en 1947. L'OTAN, bien sûr, avec les Européens. Ils ont signé aussi avec l'Asie Sud-Est, qui est une zone d'influence américaine jusqu'à maintenant, un enjeu majeur pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, on constate que il y a un intérêt accru. L'administration américaine, notamment sous Biden, a compris. D'ailleurs, il y a eu un sommet le maintien de son leadership mondial passe par l'Afrique. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu
les anciennes puissances coloniales, comme il a dit monsieur le professeur Soufi, la France et la Grande-Bretagne, essentiellement la France, ont perdu le terrain. En quelque sorte, ils ne peuvent plus continuer à compter sur ces puissances en recul, en déperdition en Afrique, pour servir leurs intérêts sécuritaires et géopolitiques dans la région. Oui. Donc, la politique américaine sous Biden, elle est claire. Ils veulent redorer leur image et se présenter comme un partenaire fiable sur lequel les Africains peuvent compter. Donc, éloigner un peu l'image d'un continent, puisque les États-Unis, c'est un continent aussi, qui méprise, qui considère l'Afrique comme une quantité négligeable, comme un continent de seconde zone auquel on n'accorde pas une importance. Donc, il se présente comme un partenaire qui veut traiter d'égal à égal avec les pays africains. Oui. Deuxièmement, il parle d'avenir dans son discours. Oui. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, donc on parle d'un avenir commun. Oui, oui. Blinken, il a fait d'ailleurs une petite déclaration. Oui. Où il a dit qu'il ne voit pas d'avenir, il n'y aura pas d'avenir pour les États-Unis sans l'Afrique. Exactement. Et là, ça confirme que le leadership américain se joue aujourd'hui en Afrique. Et qu'il a aussi une feuille de route pour l'Afrique. Voilà, la feuille de route. Et donc, le troisième élément, c'est lié, maintenant, c'est un traitement direct. Oui. Il ne se traite pas ces affaires en Afrique. C'est-à-dire maintenant, les États-Unis d'Amérique viennent en Afrique traiter avec les pays africains directement. Habituellement, quand ils voulaient travailler sur, par exemple, le Maghreb, ils passaient obligatoirement par la France qui, suppose-t-il, connaissent mieux la région que les Américains. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, vous savez que Blinken était en Afrique en mars 2023. Mais justement, à propos de mars 2003, merci pour tous ces éclaircissements. Ils sont très importants. C'est important pour comprendre ce qui se passe actuellement. Depuis la dernière visite d'Anthony Blinken dans la région en mars 2003, donc c'est très récent, mars dernier, donc c'est à peine 10 mois. Donc c'est la deuxième fois qu'il vient en 10 mois en Afrique. C'est quand même important pour un secrétaire d'État américain. Le paysage politique a quelque peu évolué dans la région. À l'époque, il s'était rendu au Niger pour soutenir le président élu Mohamed Bazoum dans ce pays où les États-Unis comptent plus de 1000 soldats et des bases de drones pour la lutte contre les groupes armés terroristes. Mais 4 mois plus tard, après cette visite, Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire et le nouveau régime cherche à diversifier ses partenaires. Les soldats français ont été chassés, les liens se renforcent avec Moscou. La Russie a développé son influence dans plusieurs pays d'Afrique francophone ces dernières années, avec notamment la présence du groupe paramilitaire Wagner en Centrafrique et au Mali. Alors, elle entretient par ailleurs des relations privilégiées avec le Burkina Faso. Alors, ces bouleversements survenus assez rapidement, est-ce que ce n'est pas cela qui a sonné la sonnette d'alarme à Washington et qui les a obligés à accélérer leur rapprochement avec l'Afrique et leur intérêt au continent africain? Abdelkader Soufi. Moi, je pense que ça s'est accéléré. Oui, mais je pense que les Américains ont leur vision du monde. Oui. Et donc, ils ne regardent pas le monde à travers une relation bilatérale, mais plus c'est une vision régionale. D'ensemble. Et c'est pourquoi ils ont ce qu'on appelle le containment du globe marin, où les 7 flottes sont dispersées un peu à travers le monde pour avoir ce contrôle. La politique américaine, en ce qui concerne le continent euphrasien, c'est-à-dire Europe, Afrique, Asie, qui est le cœur du monde, elle a été développée selon deux approches. La première, c'est interdire toute interaction entre l'Asie et l'Europe en créant une zone de conflictualité, notamment ce qu'on voit par exemple en Ukraine, dans le Caucase et jusqu'à la mer Noire. Et en deuxième lieu, c'est cette politique du Grand Moyen-Orient, GMO, et qui continue toujours d'exister, mais à chaque fois, il y a les éléments qui apparaissent font réagir les Américains en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'ils sont là à contrôler l'évolution. Et ils interviennent quand il faut le faire.
Là, avec donc ce qui se passe, comme je disais, l'évolution actuelle des relations internationales, la vie internationale n'est plus ce qu'elle était. De grandes puissances apparaissent notamment chevauchent sur un champ qui a toujours été concurrentiel. Oui. Et les Américains tentent une opération de charme en Afrique. Pourquoi en Afrique ? Vous savez, l'Afrique fait partie du groupe des 77 ou des non alignés, tout comme l'Amérique latine. Sauf que l'Amérique latine est ce qu'on appelle le jardin américain. Oui, c'est sa profondeur stratégique. Sa profondeur stratégique. Et les Américains ont dit que l'Amérique aux Américains, ça veut dire toute l'Amérique, y compris l'Amérique latine. Oui. L'influence grandissante aujourd'hui, c'est par rapport à ce que représente l'Afrique dans le jeu de demain, entre les Chinois et les Américains. C'est 1,5 milliard en termes de population. Au mètre de population. C'est la troisième grande puissance de population dans le monde, avec l'Inde et la Chine. Oui, un marché de consommateurs d'1,5 million, c'est énorme. Voilà. Donc, une économie qui tourne autour de 3 000 milliards de dollars annuellement. Oui, un taux de croissance raisonnable aussi. Voilà. Et puis, c'est l'avenir de demain, car la population est à 70% jeune. Oui. Et c'est un secteur dont le développement qui est vierge et qui est aussi un enjeu majeur dans la guerre de l'eau. Et également, c'est aussi un réservoir de matières premières qui est inépuisable. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, c'est les enjeux de l'eau, c'est le plus grand réservoir d'eau dans le monde. Oui. C'est la matière première, notamment les terres rares. Oui, oui. Et l'énergie. Donc l'énergie, toutes sortes d'énergies. Ça veut dire les énergies fossiles, gaz, pétrole, uranium, plutonium, et j'en passe. Oui. Mais aussi les énergies renouvelables. Oui. Donc avec tout ce qu'il y a comme soleil et tout ce qu'on peut produire comme élément de développement et de superpuissance. Les Américains font la guerre pour l'énergie, font la guerre pour les produits pharmaceutiques, font la guerre pour la technologie et ils font la guerre pour la cigarette. Oui. Donc, les 4 éléments peuvent être, on peut les retrouver en Afrique. Et par conséquent, ils ne sont pas prêts à faire une concession pour les Chinois. Cette concurrence avec les Chinois qui a commencé depuis la première révision de la doctrine américaine en 92, où ils ont spécifié que le danger qui menace le monde, par conséquent les États-Unis d'Amérique, est d'ordre religieux. Il ne peut pas être chrétien car c'est le christianisme qui a engendré la démocratie, donc il ne peut être que chinois ou musulman. Le côté musulman est la zone de perturbation qui a été créée, et la Chine, c'est la puissance économique montante. Et d'ailleurs, beaucoup de livres, beaucoup de travaux universitaires ont été faits dans ce sens. Est-ce qu'on accepte de la montée du pivot régional chinois au Pacifique? Mais le fait de devenir un pivot régional est une menace à l'hégémonie américaine, car on ne peut pas être hégémonique aux 3/4. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Et c'est pourquoi ce transfert de guerre a commencé depuis que les Chinois ont acquis leur première base militaire à Djibouti. Et à partir de là, la question était, est-ce que les Chinois ne vont pas changer de doctrine, de ne pas intervenir dans les droits des autres, à devenir eux aussi une puissance militaire et une puissance hégémonique en plus de l'être sur le plan économique. D'ailleurs, on parle même d'un projet chinois de base justement dans le golfe de Guinée. Ça pourrait expliquer aussi la guerre des bases. La guerre des bases. Moukrane Etouarabi, lors de son passage au Cap-Vert lundi, Anthony Blinken a affirmé la détermination de son pays à renforcer les relations avec l'Afrique. Il a repris les mots de Biden pour dire « Nous mettons le paquet sur l'Afrique ». Concrètement, quels pourraient être
Soyons un peu plus concrets dans notre analyse et quels pourraient être les objectifs assignés à cette visite. Donc là, on parle d'économie, donc les Américains. Donc je rappelle que la visite de Blinken intervient une semaine après celle du ministre chinois des Affaires étrangères. On a l'impression qu'il est venu effacer un peu ce qu'a fait son homologue chinois. Donc il est économique, mais pas que. Donc oui, il est économique, mais il est beaucoup plus géopolitique. Là, ça montre que les États-Unis font de l'Afrique un véritable axe de travail. Un véritable axe de travail, je l'ai déjà dit, que c'est un enjeu majeur pour le leadership mondial, pour l'hégémonie mondiale. Oui. Aujourd'hui, ils ont compris que l'hégémonie se joue en Afrique. Si ils n'arrivent pas à reprendre les choses en main et à se maintenir en Afrique, et en contrant justement le principal concurrent qui est la Chine, donc leur hégémonie serait automatiquement remise en cause. Oui. Aujourd'hui, on l'a vu, Blinken, il est venu quelques jours après la visite du ministre des Affaires, la tournée du ministre des Affaires étrangères chinois en Afrique. On rappelle juste une petite parenthèse, on rappelle juste que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Hein. Tout à fait. Depuis quelques années. Depuis 2 décennies pratiquement. Oui. Énormément d'investissements. La Chine, elle est présente. Même si ce seront un peu moins cette fois, ces dernières années, oui, il y a eu le Covid. Mais cela reste effectivement c'est le seul pays continent qui est présent dans 53 pays africains. Oui, c'est la route de la soie. Ils sont aussi. présents économiquement, ils sont là, et sur le plan diplomatique aussi. Les États-Unis, on l'a déjà dit, depuis longtemps, ils sont absents. Ils n'ont pas donné beaucoup d'intérêt à l'Afrique. Aujourd'hui, donc il y a un enjeu géopolitique, c'est lié à leur puissance. Ils veulent revenir donc dans une position dominante en renforçant leur position justement au niveau africain. Le choix de l'Afrique de l'Ouest n'est pas fortuit. Même les Chinois, donc le ministre chinois, quand il est venu, il est passé par la Côte d'Ivoire. Oui. Et comme par hasard, la principale escale de Blinken, c'est en Côte d'Ivoire. Donc il y a un projet sécuritaire. Donc il y a le dénominateur commun dans les deux visites, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire et le Golfe de Guinée. Voilà, donc si on voit Blinken, quand il est venu en mars 2023, il est venu où ? Il est venu en Éthiopie. Oui. Il est passé au Niger aussi. Oui. Le Niger, parce que c'est là où les États-Unis d'Amérique disposent d'une base de drones qui est utilisée pour la surveillance au niveau du Sahel. Du Sahel. Cette base aujourd'hui, vu le contexte nouveau, donc politique, ne sert pas à beaucoup. Ils essaient de trouver un autre territoire. Une alternative. Le Niger n'est plus un pays acquis comme avant à la France, donc aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis cherchent un pays plus sûr. Donc pourquoi pas dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Qui offre des avantages assez importants vu aussi. Qui est surtout ouvert politiquement, donc dans la vision. Tout à fait. En plus du fait qu'il s'agit d'une région riche en eau et en terres rares, en pétrole, Angola et tout. Donc, j'ai l'impression qu'en Afrique, là où vous jetez la main, vous allez trouver quelque chose. Il y a toujours des ressources. Du cobalt, de l'or. Et aujourd'hui, les Américains, leur partenariat, il est axé essentiellement sur le volet sécuritaire. Nous sommes là pour vous aider à contrer la lutte à la menace terroriste. En contrepartie, bien sûr, donc ils vont rester dans leur gérant. Oui, et puis Abdelkader Soufi, la visite de Blinken peut s'expliquer aussi par la crainte de voir le continent tomber politiquement dans le camp anti-occidental. Pourquoi je vous pose la question ? Parce que lorsqu'il s'est agi de voter à l'Assemblée générale de l'ONU sur la guerre en Ukraine, l'Occident a invité l'Afrique à condamner la Russie la Russie concernant la guerre en Ukraine, les Africains, dans leur grande majorité, ont préféré s'abstenir ou carrément parfois voter en faveur des Russes. Donc politiquement, là, les Américains ont l'impression qu'ils ont peur d'un basculement total de l'Afrique dans le camp chinois ou dans le camp russe. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi nous disons la guerre qui est là, c'est une guerre hégémonique. Oui. Je vais expliquer quelque chose de très important. Alors, pour les Américains,
la puissance, c'est la richesse. Et la richesse, c'est la puissance. Oui. Ça, c'est une doctrine. Oui. Donc, du moment que vous êtes riche et que vous avez des pays pauvres auxquels vous pouvez donner et offrir on va dire, un certain état d'aisance dans la vie, ils vont dépendre définitivement de vous. Donc, par conséquent, vous n'avez pas besoin de les maintenir par les armes, juste par cela. Et il se trouve que la puissance chinoise montante va dans ce sens-là. Et depuis que le livre blanc chinois je pense, avait déclaré la route, le projet de la route de la soie, donc One Belt, One Road, une ceinture, une route. Pourquoi la route de la soie vers l'Afrique? Personne n'essaie de comprendre ce que veut dire la route de la soie. La route de la soie, ça veut dire venir en Afrique, investir dans le sens où créer une connexion, une connexion entre la Chine et les différents pays africains. Qu'est-ce qui intéresse les Chinois en Afrique? Ils vont venir vendre de la soie. Quand je dis de la soie, ça veut dire le produit qui est chinois. Et en retour, les Chinois vont avoir la même mise sur les produits naturels. Vous savez, tout ce que nous avons dans nos smartphones aujourd'hui, c'est dû aux terres rares. Et ces terres rares, la Chine est un pays qui est producteur justement de terres rares. 80%. Mais il lui en faudrait plus. La Chine et la Corée du Nord. Mais seulement, l'Afrique, elle l'est aussi. Et l'Afrique, c'est toute l'Afrique. Notamment... du nord au sud. Du nord au sud. Et c'est pourquoi donc, les Chinois veulent doublement avoir la même mise sur l'Afrique pour faire ce déséquilibre. Rendre ce déséquilibre dans l'autre sens. Ça veut dire en faveur des Chinois. C'est pourquoi j'ai dit que les Américains disent, est-ce qu'il faut laisser les Chinois devenir une puissance régionale? C'est parce que les Américains veulent que la Chine soit puissante, mais dans un ordre vertical. Ça veut dire dans une superposition de puissance, dépendant toujours de la puissance américaine, et non pas une puissance qui traite d'égal à égal. Donc, parce que aussi la chute de la Chine entraînerait la chute des États-Unis d'Amérique, parce que les économies sont intrinsèquement liées, les unes interdépendantes. Il y a de l'interdépendance. Celle qui monte, elle va emmener avec elle l'autre vers le haut et vice-versa. Mais aujourd'hui, les Américains ont compris que avec la montée de certaines puissances régionales autres que la Chine, représenterait éventuellement une autre menace et qui donnerait peut-être à réfléchir aux puissances régionales locales de s'autonomiser et barrer le chemin aux Américains, car ils pourront traiter justement avec les Chinois, et par conséquent la présence chinoise n'a pas besoin d'être militaire, mais juste économique. Elle pourrait faire tomber celle des Américains. Très bien. Donc, nous sommes donc en pleine guerre d'influence en Afrique. Donc, il serait intéressant de voir comment la situation va évoluer. En tout cas, il faut surveiller ces présences ou les présences des puissances occidentales et autres en Afrique, comme on surveillerait une casserole de lait sur le feu. Je pense que ce fut extrêmement instructif. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir avec nous pour d'autres émissions. Eh bien, c'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été réalisée par Hafid Foukhar et présentée par Zin Shalfaoui. À la barre technique, il y avait Adel. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Sachez que vous pouvez suivre toutes les émissions d'Ifriqiya FM sur son application qui est disponible sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.
Africa.